J'appelle maintenant notre cher ami Sijamel Din Bourkadi, qui a l'amabilité d'accepter de nous entretenir aujourd'hui sur quel sport pour l'asthmatique. À vous la parole, cher. Merci, merci M. Alaoui. Donc, bismillahirrahmanirrahim. À mon tour donc, de remercier la Maforca, à leur tête mon ami Sigdari, de m'avoir invité pour animer cette conférence. Alors, pardon. C'est bon. Donc, sur... Le pointeur n'est pas là. Nous? Oui. Voilà, donc, donc on va parler du sport et l'asthme. L'asthmatique, il a toujours une crainte qui est un peu légitime de la dyspnée d'effort. C'est pourquoi il va limiter, voire même abandonner toute activité sportive. Il aura donc un cercle vicieux, une activité donc qui va entraîner un déconditionnement physique, une aggravation des symptômes, et ça va entretenir la morbidité, altérer la qualité de vie du malade. Alors, la prise en charge, c'est surtout briser cette spirale par un choix et en adaptant le sport de l'asthmatique et non pas l'écarter. Donc, l'activité physique fait partie actuellement de la prise en charge globale de l'asthme. Un petit mot sur la fréquence de l'asthme. L'OMS estime à peu près 300 millions asthmatiques dans le monde. Donc, une prévalence de 3340 par 100 000 habitants. 9% chez l'enfant, 11% chez l'adolescent, un petit peu moins chez l'adulte. Au Maroc, l'étude Airmag a montré qu'il s'agit d'à peu près 4% des sujets qui sont asthmatiques. Alors, en abordant donc l'épidémiologie de l'asthme chez les sportifs, l'asthme et le sport ou activité physique, tout d'abord, la majorité des études ont été réalisées chez des athlètes de haut niveau. Et les données qui proviennent donc surtout des équipes olympiques et des Jeux olympiques, comme on va voir, et qui montrent qu'il y a une augmentation au fil du temps donc, de la prévalence de l'asthme qui peut aller jusqu'à 20%. L'asthme semble toucher davantage les sportifs de haut niveau, comme le montrent ces études qui va comparer donc l'asthme chez les athlètes de haut niveau à la population générale et qui montre qu'il y a un taux qui peut atteindre 10% de plus d'asthme par rapport à la population générale chez les athlètes de haut niveau. Cette deuxième étude galienne olympique, qui a comparé aussi la fréquence de l'asthme chez les athlètes allemands des Jeux olympiques de Pékin et la population générale, et qui a montré que l'asthme, ils étaient aussi 10% de plus, 17% versus 7%, et il utilise plus de médicaments anti-asthmatiques, 10% versus 4%. Alors, étude aussi sur des athlètes norvégiens, donc athlètes de haut niveau, donc ils ont pris donc, des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques de Pékin donc d'été et aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010. Donc ils ont pris à peu près 133 patients et l'étude montre bien, comme vous le voyez, qu'il y a une prévalence qui est importante de l'asthme, allant jusqu'à 45%, surtout chez les hommes, à peu près 25% chez les femmes, donc les hommes plus que les femmes. Les jeux, on va dire les jeux, donc il y a une prévalence plus importante les jeux d'hiver, voilà, en Vancouver par rapport aux jeux d'été. Et puis on voit aussi que, surtout chez les hommes qui prédominent, les hommes en noir par rapport aux femmes, sauf dans les jeux d'hiver et les jeux d'endurance où il y a plus de femmes que d'hommes. Donc il y a quand même une prévalence assez importante, allant parfois jusqu'à 55%, jusqu'à 60% d'asthme chez ces athlètes. Donc la moitié des athlètes sont déjà asthmatiques, c'est beaucoup. Donc l'asthme paraît la maladie chronique la plus fréquente rencontrée chez les athlètes olympiques. C'est surtout chez les athlètes qui pratiquent les sports d'endurance qui présentent la prévalence la plus importante, comme on vient de voir.
Et ça semble que nous avons deux phénotypes donc, donc, soit l'asthme classique qui débute pendant l'enfance, et puis le malade, bien sûr, quand il va faire son sport, il va s'aggraver avec le sport, soit l'asthme qui débute avec la carrière sportive, donc l'asthme de nouveau. Et donc cette étude a montré bien que 32% des malades avaient un asthme depuis l'enfance, mais quand même la moitié des malades ont rapporté l'asthme à partir de 20 ans, c'est-à-dire à partir du début de la carrière sportive. Alors, l'asthme, oui, donc l'asthme est fréquent chez les sportifs de haut niveau, mais l'asthme ne semble pas diminuer les performances des sportifs comme on le voit ici. Donc les Jeux d'hiver de Salt City, donc, qui montrent toujours les sujets qui sont asthmatiques sont mieux, qui sont mieux médaillés, on va dire, qui ont surpassé les sujets qui ne sont pas asthmatiques. 15% versus 5% dans les Jeux de 2002, 2004, 5% contre 4%, Torino aussi, et Vancouver 2008, 11% contre 8%. Donc les asthmatiques sont mieux médaillés par rapport aux non-asthmatiques dans ces Jeux. Bien sûr, il y a des sportifs de haut niveau que vous connaissez qui sont médaillés, et donc ça veut dire qu'on peut être asthmatique, on peut être même être un sportif de haut niveau. Alors, quels sont les bénéfices de l'activité physique? Alors, pourquoi? C'est-à-dire le médecin va conseiller l'activité physique chez l'asthmatique. Alors, il y a plusieurs études qui ont étudié les bénéfices de l'activité physique chez l'asthmatique. Cette revue de la littérature qui est parue en 2013, qui a pris les études qui ont été publiées entre 2020 et 2023, c'est 11 études, et qui a montré bien que l'activité physique chez l'asthmatique entraîne une augmentation constante de la capacité physique, comme le montre l'augmentation du VO2 max, l'endurance, la force musculaire, un meilleur contrôle de l'asthme, une baisse des taux d'éosinophiles, donc des phénomènes inflammatoires, donc des cytokines inflammatoires, des interleukines de l'inflammation, les taux d'éosinophiles, mais cette étude n'a pas montré qu'il y a un changement au niveau de la fonction pulmonaire, VMS et débit expiratoire de pointe. Il y a d'autres études qu'on va voir qui vont montrer qu'il y a une amélioration de la fonction expiratoire aussi. Alors cette étude aussi, qui est donc parue en 2019, qui a comparé deux sujets, deux groupes. Groupe intervention, on a fait un programme personnalisé, donc chez ces malades, musculation, étirement, aérobie, et un groupe de référence chez qui on ne donne rien, c'est-à-dire c'est le traitement pratique, le traitement, on va dire, qu'on donne généralement chez l'asthmatique. Et qu'est-ce qu'il a montré cette étude qui a été faite sur 131 patients, qui a eu une amélioration de l'ACT, donc du questionnaire de l'asthme, amélioration du contrôle de l'asthme de 23%, diminution de la dyspnée, de l'essoufflement. Là aussi, il n'y a pas de modification du débit expiratoire de pointe de la fonction pulmonaire. Cette méta-analyse de 11 études aussi randomisées de 543 patients, qui a montré, donc asthmatique, qui a montré que l'entraînement aérobie améliore significativement le contrôle de l'asthme. Ici, la fonction pulmonaire aussi. Ici, il n'y a pas d'effet notable sur l'inflammation des voies respiratoires. On a vu donc l'autre étude qui a montré qu'il y a un effet sur les phénomènes inflammatoires. L'activité physique permet aussi de réduire l'exacerbation, comme le montre cette étude de Côté, donc publiée en 2018. Donc, il a montré qu'il y a une diminution de la fréquence, mais aussi de la sévérité des crises, notamment celles induites par l'effort. Alors, l'activité physique, il a aussi un effet sur le sommeil et l'anxiété, comme le montre cette étude randomisée, donc, publiée dans Respiratory en 2023. C'est un essai randomisé qui montre qu'il y a une amélioration de la qualité de sommeil, une réduction des symptômes de l'asthme et une diminution de l'anxiété. Donc il y a beaucoup de bénéfices chez l'asthmatique. Ces bénéfices sont aussi vus chez l'enfant. Donc j'ai pris ces deux méta-analyses. La première revue systématique
avec méta-analyse de 20 études qui a montré que l'exercice aérobie chez l'enfant asthmatique améliore la fonction pulmonaire, améliore la qualité de vie. Cette deuxième étude, donc l'exercice physique améliore la fonction pulmonaire, VMS et la capacité vitale, améliore les marqueurs de l'inflammation, donc dans l'interleukine 6, et améliore la qualité de vie. Alors, il y a des risques, il y a des bénéfices, mais il y a quelques risques. Donc, un asthmatique, il risque de faire une bronchoconstriction induite par l'exercice, donc c'est une entité qui est un peu connue, qui est différente du bronchospasme induit par l'effort chez des sujets qui ne sont pas asthmatiques. Donc, il est plus fréquente, la bronchoconstriction induite par l'exercice, il est plus fréquente chez les asthmatiques sévères ou non contrôlés. Il apparaît généralement après 3 à 8 minutes d'exercice d'intensité élevée, surtout les exercices d'intensité élevée, atteint son pic surtout à l'arrêt de l'effort, 8 à 18 minutes après l'arrêt de l'effort. Il cède spontanément ou sous traitement en 30 à 60 minutes. Et il existe une période réfractaire de 4 à 6 heures où le malade le fait, donc il est bien qui suit généralement cet épisode. Il y a plusieurs sports. Alors, le risque de cette bronchoconstriction dépend de l'intensité, de la durée et le type d'entraînement. Donc, si les sports qui sont à faible risque sont les sports qui vont durer moins de 5 à 8 minutes. C'est on va dire les sprints de 100-200 mètres, les distances moyennes, 800 et 1500, hein, le rouge, etc. Les sprints avec les... Comment on appelle ça? Les sauts d'auteur. Non, ce pas les sauts d'auteur, les steps. Le step, voilà. Voilà, donc le tennis, la gymnastique, le boxe, etc., la boxe, etc. Donc, c'est les sports à faible risque. Les sports à fort risque de bronchoconstriction induite par l'exercice, c'est les sports qui vont durer plus de 5 à 8 minutes, ou bien les sports qui vont être exercés dans des environnements un petit peu particuliers, soit secs, soit très froids, etc., soit dans donc la natation. Donc c'est les longues distances, 5000, 10 000, 3000, 20 km et 50 km, le marathon, etc., et les autres qui vont donc entraîner donc, des efforts très importants. Alors le football, c'est ici, parce que la plupart sont des footballs, soit le soccer, soit le football américain. Donc c'est moyen risque de bronchoconstriction induite par l'exercice. Donc le premier risque, c'est la bronchoconstriction induite par l'exercice, mais aussi la dyspnée. Donc le malade sportif, l'asthmatique, quand il fait le sport ou l'activité physique, peut avoir de la dyspnée, qui est le principal motif de la diminution ou de l'arrêt de l'activité sportive. Parfois même, c'est la crainte de cette dyspnée qui va empêcher le malade à faire de l'exercice physique. Alors la dyspnée, elle est multifactorielle. C'est l'obstruction bronchique, donc il peut faire une obstruction bronchique, comme on vient de dire, la bronchoconstriction induite par l'exercice, une hyperventilation, le déconditionnement, donc secondaire, soit la corticothérapie, soit même le manque d'exercice physique, parfois des comorbidités associées cardiaques ou autres. Alors le décès, donc est-ce qu'on peut avoir un décès? Oui. Donc l'asthme demeure une cause de décès, mais rare, de mort civile, comme on va voir. Alors plusieurs études ont analysé le risque de décès. Donc là, le risque de décès par asthme, donc ici par exemple c'est 2,9%, 1,9%, 0,8%, 2,9%. Donc quand même, l'asthme peut donner de décès, mais par rapport à d'autres, j'ai analysé cette étude donc sur le registre américain, donc ils ont pris quand même sur 20 ans, c'était 27 patients qui sont décédés par un asthme, dont 75% au cours du sport, donc au cours du sport, et 25%, 75% au cours du sport et 25% en dehors du sport, et c'est quand même 2,1%. Donc c'est la 6e cause de mortalité, toutes causes confondues, donc de décès chez les sportifs, mais reste quand même une cause qui est rare de décès chez les sportifs. Alors, il y a un impact de l'environnement, on a déjà dit ça. Donc, l'influence de certains environnements sur l'asthme a été clairement établie. Néanmoins, la majorité des études étaient réalisées chez les athlètes et les résultats des études ne sont pas exploitables à une population qui pratique le sport à titre loisir, sauf si les volumes et les niveaux de pratique s'approchent de ceux de l'athlète. Alors, quels sont ces environnements? Le sport d'hiver, on a déjà parlé du sport d'hiver. Donc,
la pratique des sports d'hiver, donc il y a de l'air froid et sec qui peut favoriser le développement d'une bronchoconstriction induite par l'exercice, le hockey, etc. La natation. Les nageurs de compétition s'entraînent intensément dans des piscines traitées par le chlore. Et la prévalence des symptômes est supérieure à celle de la population générale. Donc, généralement, ils font plus d'asthme que la population générale. Ces symptômes sont liés à l'inhalation répétée de la chloramine qui est produite par la réaction entre les chlores et les matières organiques qui sont dans l'eau, la sueur, les cosmétiques ou le reste des cosmétiques, la salive, la peau morte provenant des baigneurs. Et dans ce cas, la prévalence de l'asthme, selon cette étude, et de la bronchoconstriction induite par l'exercice est plus élevée chez les athlètes exposés à des environnements riches en particules et en gaz irritants, comme les piscines, et les adolescents ayant nagé dès l'enfance présentent également plus souvent de symptômes d'asthme, donc ils sont plus asthmatiques, étaient 3 fois plus susceptibles de présenter une bronchoconstriction induite par l'exercice. Donc, en s'entraînant depuis l'enfance, depuis l'âge jeune, on aura plus de risques de faire de l'asthme et plus de risques de faire une bronchoconstriction induite par l'exercice. Alors, il y a aussi l'environnement où on peut être exposé à des allergènes. Donc le sportif, quand il pratique un sport en plein air, il va hyperventiler. Puisqu'il va hyperventiler, donc il va inhaler davantage, donc il va mobiliser de grands volumes d'air et il va inhaler davantage de quantités importantes d'allergènes qui sont présents dans l'atmosphère. Donc il aura une exposition plus importante à des allergènes. Donc c'est pourquoi généralement on va avoir des précautions à prendre. Alors après tout ça, donc il y a des bénéfices. Bien, beaucoup de bénéfices, peu de risques, il y a des risques. Alors, quel sport donc pratiquer chez l'asthmatique? Alors, déjà, donc, l'asthme ne représente pas une contre-indication à l'activité physique ou au sport de loisir ou de haut niveau. On a vu même les sportifs de haut niveau, donc, ils peuvent être asthmatiques, ou des asthmatiques peuvent être des sportifs de haut niveau. Alors, seule la plongée sous-marine qui est formellement contre-indiquée. Interdite car l'air comprimé dans les bouteilles d'oxygène est froid et totalement sec, ainsi le risque de crise est important, de bronchoconstriction donc avec l'air sec de l'oxygène est important. Et puis, on est donc au-dessus de la mer, on ne peut pas traiter une crise d'asthme, donc il est dangereux de remonter rapidement à la surface chez un malade qui fait une crise d'asthme à moins 50 mètres. Alors, selon le HAS, donc les contre-indications temporaires, donc les contre-indications définitives, c'est la plongée. Temporaire, c'est un asthme non contrôlé. Donc, il faut toujours, avant de faire le sport, il faut avoir un contrôle optimal de l'asthme et certaines comorbidités, notamment cardiovasculaires, non stabilisées. Alors, certaines limites à cette activité sportive ou activité physique, c'est l'allergie. Selon donc, le sport soit choisi, par exemple si on est allergique au cheval, l'équitation, donc il est contre-indiqué. La course en pleine nature en saison pollinique aussi. La natation dans les piscines chlorées qui peut déclencher une bronchoconstriction. Et les sports d'endurance dans le froid en cas de pic de pollution qui peut déclencher aussi, comme on a dit, une bronchoconstriction induite par l'exercice. Alors pour les patients présentant cette bronchoconstriction induite par l'exercice, les symptômes peuvent être réduits en choisissant un sport ayant un faible potentiel asthmogène. Alors, quels sont les sports à faible potentiel asthmogène? C'est le tennis, le hand, le basket, le gymnastique, le sprint, le karaté, le golf. Les autres sont plus asthmogènes. Alors, quelles sont les précautions? Donc, le sport, tous les sports sont indiqués. On va bien sûr essayer de choisir le sport. Alors, qu'est-ce qu'il dit le GINA donc, concernant les précautions à prendre chez l'asthmatique? Tout d'abord, bien sûr, s'assurer du contrôle de l'asthme. Il faut avoir un contrôle, comme on l'a dit, optimal. Fournir aux patients des conseils sur la prévention de la prise en charge de la bronchoconstriction induite par l'exercice. Alors, on préconise il préconise aussi un traitement quotidien par corticostéroïdes inhalés, plus un bêta-2-mimétique d'action rapide, au besoin et avant l'exercice, ou un traitement à faible dose, corticothérapie inhalée formoterol, au besoin et avant l'exercice. Et un échauffement avant l'exercice, on va voir l'échauffement. Donc ça c'est sur le plan médicamenteux. Sur le plan non médicamenteux, donc l'échauffement
progressif ou fractionné. Il y a des fiches de c'est quoi l'échauffement progressif ou fractionné. Donc c'est généralement 20 minutes avant l'effort. Éviction de l'activité physique les jours de forte pollution ou de froid intense d'air. Donc si on peut ne pas faire l'activité physique en cas de forte pollution ou de froid intense. Réchauffement et humidification de l'air inhalé d'un masque ou d'un écharpe. Et chez les patients très sensibles au pollen, l'activité doit être planifiée au moment de la journée où les concentrations de pollen sont les plus faibles, c'est-à-dire au début de la journée ou à la fin de la journée. Au milieu de la journée, il faut éviter de faire des sports au milieu de la journée. Alors en cas de bronchospasme ou bronchoconstriction induite à l'effort, il faut évaluer l'intensité de l'exercice qu'il a déclenché, donc l'exercice est asthmogène ou moins asthmogène, effectuer un réentraînement à l'effort et prendre le traitement, comme on l'a dit, soit un sabbat 15 minutes avant l'effort, soit un LABA, même efficacité que sabbat, donc 15 minutes ou 30 minutes, ça dépend, donc salmétérol ou formoterol 15 minutes, ou salmétérol 30 minutes, ou bien s'il y a une contre-indication des deux, on peut donner un antileucotriène 2 heures avant l'exercice. En cas de contre-indication, en cas d'échec, c'est rare, on sait que c'est rare. Alors, un petit mot sur médicaments et règles antidopage, sport et asthme, donc on ne peut ne pas parler de ça. Donc, la prise en charge de l'asthmatique, de l'asthme chez les athlètes de haut niveau est similaire à celle de la population générale, donc c'est les mêmes recommandations GINA. Le traitement standard comprend donc la corticothérapie inhalée là-bas. Alors chez les sportifs de compétition, un certain nombre de médicaments habituellement utilisés par les asthmatiques figurent dans la liste des produits interdits. Alors quels sont ces huit? Donc j'ai pris la dernière version de WADA, donc l'Agence internationale d'antidopage. Donc le salbutamol, donc la dose préconisée, donc le salbutamol, formoterol, le salbutamol sont autorisés, il n'y a pas de problème. Alors, pas de problème sans dépasser la dose. On ne dépasse jamais cette dose. Salbutamol, il ne faut pas dépasser 1600 microgrammes, c'est-à-dire 16 bouffées par jour, c'est beaucoup déjà. Le formoterol, donc 54, c'est 4,59. Donc, c'est 3 fois la dose thérapeutique. Donc, 3 fois la dose thérapeutique. Et salmétérol, c'est 2 fois la dose thérapeutique. La dose thérapeutique de salmétérol, c'est 100 microgrammes, 52 fois. Donc en dose thérapeutique, ou même 2-3 fois la dose thérapeutique, salbutamol jusqu'à 16 bouffées par jour, donc on est autorisé sans problème. Bien sûr, on peut le doser au niveau des urines, il ne faut pas qu'il dépasse ces seuils. Alors, si l'athlète dépasse ces seuils, soit la dose, soit la concentration urinaire, on doit avoir obligatoirement une autorisation à visée thérapeutique rétrospective ou une explication médicale doit être exigée. Alors, pour les corticoïdes inhalés, aucun problème, ils sont autorisés, mais sans dépasser les doses maximales. C'est les doses maximales que vient de lancer le docteur Dominique. Donc, c'est 1600 microgrammes de budesonide, 1000 microgrammes de fluticasone, par exemple, etc. Donc, les doses maximales qu'on connaît. Alors, quels sont les médicaments interdits qui vont nécessiter l'autorisation d'usage à l'AUT, d'usage à fin thérapeutique? C'est les autres bêta-2 agonistes. Donc, la terbutaline, le phénotérol, il n'existe plus le phénotérol chez nous, l'andacatérol et vilanterol. Donc, ces médicaments, il faut obligatoirement avoir un AUT, c'est-à-dire une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Et puis, les corticoïdes par voie systémique sont tous contre-indiqués chez les asthmatiques de haut niveau. Donc, effet stimulant et surtout anabolisant. L'utilisation pour traiter les exacerbations aiguës sévères de l'asthme nécessite une AUT, donc autorisation, pour une utilisation en compétition, mais n'est pas interdite hors compétition. Donc hors compétition, c'est-à-dire 2 à 7 jours avant la compétition, il n'y a pas de problème, mais entre 2 à 7 jours, la compétition, il faut avoir une AUT. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Donc l'activité physique fait partie intégrante de la prise en charge de l'asthme, parce qu'on a vu que les bénéfices sont bien supérieurs par rapport au risque. Il n'y a pas de sport contre-indiqué, mis à part la plongée sous-marine, mais quand même prudence avec les sports où l'on hyperventile, où l'environnement est délétère. C'est le cas des sports d'hiver, type patinage ou ski de fond, les sports d'endurance, type vélo de course, les sports aquatiques en cas donc, de sensibilité au chlore, par exemple. Et avant de débuter ou modifier un programme d'activité physique, nécessitez de contrôler l'asthme et de consulter de préférence un professionnel de santé pour vous diriger, faire le sport le moins asthmogène. Et puis, il y a des particularités, comme on a vu, du sportif de haut niveau.
c'est la fréquence de l'asthme, et puis la prise en charge qui doit être compatible avec la législation antidopage. Je vous remercie. Merci, M. Bourkadi, pour cette intervention claire. Une petite précision pour la plongée sous-marine, niveau 2. Niveau 1, on peut l'appliquer, pas de problème, parce qu'on ne dépasse pas 10 mètres. Il ne faut pas dépasser 10 mètres. Oui, donc la contre-indication n'est pas, même si j'ai dit c'est une contre-indication formelle, il y a quand même certaines études qui parlent qu'on peut faire certaines plongées sous-marines. Mais je pense, la précaution... À Agadir, on peut la faire parce qu'on ne descend pas. La précaution veut... C'est-à-dire s'il fait une crise, un bronchospasme à 10 mètres, même à 10 mètres, ça va être difficile de le... Bon, la parole, c'est... D'accord. Merci Sidi Bourkadi pour ton exposé très clair. Parmi les conseils qu'on donne un petit peu également à l'asthmatique qui fait du sport, c'est l'inhalation, la respiration nasale. Parce que l'inhalation, parce que la théorie osmotique, la théorie thermique, c'est un peu la base physiopathologique. Là, on conseille un peu plutôt une respiration. Parce que le nez, ça réchauffe, ça humidifie. Oui, merci pour cette précision. Oui, Madame Lezelak, et je crois que ça va être la dernière intervention, s'il vous plaît. Justement, dans le même cadre, moi je dis aux patients, quand ils ont le nez bouché, il ne faut pas qu'ils fassent de sport. C'est parce que le nez a un rôle dans la respiration. Est-ce que j'ai tort ou pas? Bon, ça dépend du sport. C'est un sport où il y a beaucoup d'efforts. Il va nécessiter une respiration nasale associée. Et s'il va faire, je ne sais pas, du golf ou là. C'est Bourkadi, merci beaucoup. C'était très passionnant. On se heurte à des attitudes socio-scolaires. Qu'est-ce qu'on dit à la maman qui nous amène son enfant, son garçon, adolescent, plus ou moins équilibré, il n'y a pas de problème. Mais comment oui, monsieur le docteur Bousta, et après, s'il te plaît, si jamais tu répondras aux deux questions. Docteur Bousta, c'est la dernière. Tu répondras après aux deux, s'il te plaît. Mais en attendant ces boosters, donc il ne faut pas céder. Il faut pas céder. Je n'ai pas donné de certificat de dispense de sport chez l'asthmatique depuis, je ne sais pas, 30 ans. Là. Et puis, elle l'envoie s'inscrire dans une salle de sport. Oui, non, je crois qu'il faut donner quand même les conditions de sport. Même chez les sportifs de haut niveau asthmatiques, il faut un temps d'échauffement et d'étirement, vous l'avez bien signalé, qui dépasse des fois 2 heures. Des étirements, des échauffements, comme notre grand sportif Guerrouj, puisqu'il n'y a pas de secret professionnel, puisqu'il l'a dit à la télévision, qui a été suivi par notre ami Alain Didier à Toulouse. Il a un papier d'autorisation, comme vous l'avez dit, donc ce n'est pas considéré comme dopage si jamais on trouve chez lui... dans le sang, dans les examens du salbutamol. Et puis, il y a certains athlètes marocains qui oublient justement de demander un certificat qui doit être contresigné par les médecins conseil de CIO, de conseil olympique. Il faut dire aussi, vous l'avez signalé, que chaque 4 ans de Jeux olympiques, il y a au moins 4 à 5 athlètes médaillés d'or. Vous avez cité le nageur américain qui a eu 7 médailles d'or. 9. 7 ou 9, j'ai compté 7. 9 médailles d'or. Oui, parce qu'ils ont une capacité de dépasser, une fois lancé, il y a ce qu'on appelle une phase réfractaire. Ils font comme un turbo. Donc personne ne peut les rattraper, comme notre sportif marocain El Guerrouj, qui a encore 2 records non battus, les 1500 et les 5000, jusqu'à présent. Merci de votre exposé. Merci aux orateurs, 3 orateurs. C'est Bourkadi, Dominique et Mohamed Fazil Ferri pour l'intervention.